Bonsoir à tous, madame, monsieur, c'est Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le décret numéro 2020-381 du 13 juillet 2020 déterminant les caractéristiques des attributs et insignes des conseillers municipaux et régionaux signés par le président de la République vient abroger toutes les dispositions antérieures. Contraire, particulièrement le décret numéro 79/290 du 25 juin 1979 déterminant les caractéristiques des délégués du gouvernement auprès des communes, des mairies, ainsi que les caractéristiques des insignes des conseillers municipaux. Si pour ces derniers, les textes du président de la République sont un simple arrimage à la loi numéro 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, l'application par contre aux conseillers régionaux, elle reste une énigme. Consacrée par la loi fondamentale de 1972, modifiée le 18 janvier 1996, les organes des régions, 24 ans après, ont toujours de la peine à se mettre en place. Après les élections municipales de février 2020, qui ont permis d'avoir le collège électoral pour les délégués des départements et la signature hier de ce décret, l'on semble s'acheminer inexorablement vers l'organisation des régionales. La situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, pensent d'autres, n'est pas favorable à l'organisation d'une quelconque élection. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition. Ce sera la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, les régionales, est-ce opportun? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité sur ce plateau plusieurs partis politiques. On va commencer par le Social Democratic Front. Bonsoir, monsieur le maire, Jean-Robert Wafo. Bonsoir. Monsieur le maire, non? Mais bien sûr, écoutez, bon, et puis vous n'allez pas quand même limiter seulement à cette fonction, parce que ce que je vais vous dire, c'est membre du shadow cabinet. Non, mais parce que ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas quand même limité uniquement à cette fonction d'adjoint, de maire adjoint. Oui. Parce que, voyez-vous... j'ai dit le maire, j'ai pas dit adjoint. Bon, politiquement, quand je m'ausculte, je m'inquiète, c'est normal, mais quand je me compare, je me rassure. Oui. Voilà. Okay. Donc, effectivement, je suis dans le shadow cabinet et je suis... et depuis là, il n'y a pas de remaniement chez vous? Mais écoutez, c'est déjà la 4e fois que vous me posez cette... Oui, parce que vous n'arrivez pas à me répondre, vous voulez les changements. Vous êtes ministre de l'information. Un parti politique, c'est une association. C'est votre poste là-bas, c'est un titre privé, foncier chez vous, Un parti politique, c'est une association privée, quoi qu'ils aient dans le public. Oui. Alors, ceux qui veulent bien que les postes changent, n'ont qu'à d'abord de venir dans le SDF, et puis de deux, d'influencer celui qui nomme à ce poste. Mais bon, pour le reste, parce que nous préférons plutôt nous occuper du public. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la sortie magistrale de l'honorable Jean-Michel Nietzsche, qui a déclenché, n'est-ce pas, c'est-à-dire une déferlante terrible à travers les réseaux sociaux, et qui a d'ailleurs, n'est-ce pas, poussé le gouvernement à reconnaître que la pandémie de la Covid-19 n'est pas est loin d'être maîtrisée. Au contraire, ils sont allés jusqu'à dire que la croissance est vertigineuse. Donc, félicitations à l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui prouve que le SDF est là, non pas pour lire dans les oracles, mais plutôt, n'est-ce pas, pour apporter des solutions ou alors des propositions aux préoccupations quotidiennes des Camerounais. Merci Jean-Robert Wafo. À côté de vous, Serge Gauthier Onanina. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos milliers et millions de téléspectateurs. Alors le plus, une fois de plus, c'est là, sur le plateau. Oui, c'est un miraculeux que vous recevez ce soir, parce que j'ai été victime de la Covid, dont parlait le confrère, puisqu'il est responsable de la communication comme moi de sa formation politique.
le PURS que je représente ici. Et c'est également l'occasion pour moi de rendre hommage à notre secrétaire général qui nous a quittés pendant cette période, tragiquement et précipitamment. Donc je suis très honoré et très content de venir édifier les Camerounais, proposer notre vision, notre lecture de la société aux Camerounais, en espérant qu'ils adhéreront massivement au PURS. Voilà. Mathias Kamene, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les companélistes, bonsoir particulièrement à mon grand frère et mon ancien camarade d'armes, M. Jean-Robert Wafo. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent et bonsoir également. Voilà, je rappelle que vous êtes conseiller du professeur Maurice Kamto, président national, et MRC. Tout à fait. Et n'est-ce pas, je profite de votre plateau pour remercier le président élu de cette nomination parce que ça vient un peu me reconforter par rapport à là où je venais. Vous savez, quand vous quittez d'un poste à un autre un peu élevé, vous ne pouvez que vous féliciter parce qu'aujourd'hui, être conseiller du président élu Maurice Kamto, ce n'est pas donné à n'importe qui. Ok, merci. À côté de vous, on va terminer par la dame, puisque c'est elle qui va ouvrir cette émission. Docteur Simon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Docteur Simon, on va aller tout de suite droit au but. Est-ce que, à la lecture des textes du président de la République hier, vous nous êtes dit aussi qu'il y a quelque chose qui se prépare pour ce qui est de ce dernier scrutin prévu là, les régionales? Non, je ne voudrais pas qu'on voie la chose sur l'angle de la préparation, mais simplement l'arrêté ou la décision, l'acte signé par le chef de l'État traduit un processus qui est en cours, un processus de décentralisation qui est en cours. Et avec des régionales qui vont suivre, ça emboîte simplement le pas avec la récente élection des super-maires qui entrent dans le processus de décentralisation. Et à un moment, on se dit aujourd'hui, le Cameroun en a besoin, peut-être ça peut agir dans le retour de la paix dans le Nozo. Donc c'est un processus qui suit son cours et je crois que ça va aboutir à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Voilà. Serge Nina, vous également, lorsque vous avez pris connaissance de ce décret du président de la République, alors, qu'est-ce qui vous est venu tout de suite à l'esprit? Le sourire. D'abord, le sourire, parce que on a commencé à définir quels sont les insignes des futurs conseillers régionaux et membres du conseil régional sans que les concernés ne soient véritablement élus. Du coup, je me suis posé la question de savoir si on n'avait pas mis la charrue avant les bœufs, même si on sait, parce que concernant ces régions qui existent, c'est reconnu, c'est par la Constitution, en son article 61, et le statut spécial également est prévu par la Constitution en son statut à son article 62. Et le Code général de la décentralisation, parce qu'on a souvent dit que le Code général de la décentralisation n'évoquait pas le statut spécial. Il l'évoque, mais on peut rester... On a un goût d'inachevé. Il l'évoque dans ses articles, dans une série d'articles de 329 à 371 dans son livre 4e, si vous avez lu. Donc, on a évoqué le statut spécial. Mais la question de fond, Serge Alain, qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce statut spécial tel qu'il est défini par le Code général de la décentralisation correspond à la volonté des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sur la base de deux déterminants. Le premier, c'est le vécu. Ils ont un vécu de la décentralisation qui est antérieur à ce régime. Et donc, c'est ce vécu qu'ils revendiquent. Or, quand on voit tel que la décentralisation est définie et un ensemble d'orientations qui sont données, on a l'impression que ce vécu ne sera pas celui-là. Deuxièmement, il y a un second déterminant qui est une appréhension forte. L'actualité de ce moment avec ces maires qui se plaignent de ce qu'il y a des goulots d'étranglement, un interventionnisme qui n'a pas droit de citer dans leurs prérogatives et dans leurs compétences, nous inquiète. Nous, au PURS, on a toujours pensé à une réelle et totale, entière décentralisation, mais lorsqu'on voit des élus, des maires qui commencent à se plaindre, il y a matière à se préoccuper sur le bien-être des populations. Je n'ai pas besoin de parler de cette guerre qui existe
quand vous me posez la question de savoir si ça augure des lendemains ou alors une élection en perspective, est-ce que les conseillers régionaux seront des élus légitimes ou des désignés élus? Parce que c'est là la question. Les désignés élus, c'est ceux en qui la population les élus, c'est ceux en qui la population se reconnaisse. Et les désignés élus, c'est ceux qui, malgré le fait qu'il y ait guerre et que l'électorat est incapable de désigner, d'élire ou de choisir, ont été quand même imposés de façon... Parce que on a entendu, bon, je ne vais pas dire que j'avais le don d'ubiquité pour être sur le terrain, mais les acteurs politiques qui étaient candidats dans les partis, dans le NOZO, j'aime pas trop la partie anglophone pour ne pas les stigmatiser. Le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Voilà, le nord-ouest et le sud-ouest ont clairement indiqué que c'était parfois des contingents de militaires qui étaient en charge de leur sécurité qui sont allés voter. Est-ce que donc les élus qui sont là sont clairement reconnus? Et pour terminer dans ce chapitre, c'est comment va-t-on élire ce conseil régional, ces conseillers régionaux qui sont à la fois représentants départementaux, donc issus du collège des conseillers municipaux et issus du collège des chefs traditionnels, dans une situation dans laquelle le cessez-le-feu est en débat, entre guillemets, et que s'il n'y a pas cessez-le-feu, et s'il y avait élection maintenant, ça pourrait exacerber les tensions. Est-ce qu'il n'y a pas priorité d'abord à ce que les armes soit baissé, que la guerre s'arrête véritablement, qu'on s'accorde sur l'essentiel avant de lire. Évidemment que, vous me direz, la population, elle a besoin de son développement, de son bien-être, et que celui-là n'attend pas. Mais il n'y a pas mieux que la vie. La vie est prioritaire. Si vous n'êtes pas à l'aise, le reste ne pourra jamais suivre. Voilà. Mathias Kameni, les conseillers régionaux, selon l'article 243 du Code électoral, il y a les délégués des départements élus au suffrage universel, c'est-à-dire que ce sont les conseillers municipaux qui vont les élire. Il y a les représentants du commandement traditionnel. On sait ce qui se passe aujourd'hui dans les régions nord-ouest et sud-ouest, où la plupart des chefs ont été contraints, on va le dire comme ça, de quitter leur territoire. Est-ce que ce sera véritablement évident, ce qui s'annonce peut-être des régionales, de ce côté-là? Pourquoi on se demande, est-ce que ce n'est pas la paix d'abord? Serge, moi je pense que c'est encore une fois de plus une imposture du pouvoir. Parce qu'en réalité, le pays traverse une situation inquiétante, une situation sociale inquiétante. Nous, au mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous pensions qu'il était d'abord urgent qu'il y ait cessé le feu. Parce qu'on ne peut rien faire dans un pays tant que les armes crépitent. Ce n'est pas possible. Alors, vous savez, le pouvoir est toujours dans sa logique du rapport de force. Ça ne se passe pas comme ça. Et en réalité, à qui ça va profiter? Ce n'est pas au petit peuple. Regardez un peu l'état des communes. Le RDPC a la majorité absolue. Regardez ce qui se passait dans le Mongo l'autre jour. Avec un maire, un élu du peuple, qui a été déporté manu militari. Non, on attend le décret d'application. Pas un sous-préfet, même s'il fallait attendre le décret d'application, M. Serge allait autour. Ce n'est pas de cette façon qu'on devait quand même déporter un élu du peuple. C'est quand même scandaleux. Quand vous voyez déjà ce qui se passe à partir des mairies, vous comprenez qu'en réalité, c'est un serpent de mer. Qui le fait, c'est le RDPC. Ils ont la majorité des communes. Ça veut dire que quand ils empêchent déjà à l'opposition de travailler pour l'intérêt du peuple et qu'ils ont la majorité des communes, ça veut tout simplement dire que c'est des gens qui sont là pour travailler pour leur vie personnelle et leur famille. Et non pour le petit peuple. C'est de cela qu'il s'agit, puisque en réalité, vous voyez quel changement. Les maisons continuent à être inondées, il n'y a pas de route. Vous regardez, vous voyez dans le septentrion des enfants qui vont à l'école sous l'arbre. Il y a beaucoup à faire, M. Serge. Et le plus grave, c'est ce que je parle de la tension sociale. Nous avons pensé qu'il fallait d'abord négocier un cessez-le-feu dans le NOZO. Faire rentrer nos compatriotes. Mais il y a un rapprochement qui est en cours, non? Vous étiez au courant, non? Sauf que jusqu'ici, ça reste encore
une incertitude, puisqu'il y a eu un démenti. Nous ne pouvons pas affirmer officiellement. Non, le ministre a dit qu'il n'y a pas de négociation. On n'est pas encore au stade de négociation. C'est justement pourquoi je dis qu'il y a encore une incertitude. Donc nous ne pouvons pas dire ici qu'il y a une négociation parce que nous n'avons pas des éléments. Oui. Mais nous disons que il faut, n'est-ce pas, cette négociation. Et c'est ce que nous disons depuis le déclenchement de cette crise. Nous avions, au mouvement pour la Renaissance du Cameroun, privilégié la voie du dialogue. Il faut dialoguer. Alors, ceux qui ont traité nos compatriotes hier des terroristes, des bandits de grand chemin, et qui pensent, si aujourd'hui ils ont pris conscience de penser qu'ils peuvent aller vers des terroristes, des bandits de grand chemin, négocier et, n'est-ce pas, rétablir la paix, pour nous c'est la bienvenue. Okay. Parce que c'est ce que nous demandons depuis longtemps. Puisque, M. Séchalan, il faut reconnaître que à l'instant où nous parlons, nous avons, et en pleine saison pluvieuse, nos frères qui sont dans des forêts. Nous ne connaissons pas dans quelle situation sanitaire ils vivent. Seul le RDPC le sait. Et c'est extrêmement grave. Je me pose la question. Le secrétaire général Monsieur Séchalan, je me pose la question de savoir si M. Biya lui-même a conscience de ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il est humain? Est-ce qu'il est vraiment humain? Comment tu peux laisser... Il se fait appeler le père de la nation. Comment toi, un père de la nation, peut accepter que tes compatriotes vivent dans des forêts? Ce n'est pas possible, c'est intolérable. Ok. C'est pourquoi il y a ce début de rapprochement, il y aura on annonce que c'est le feu. Jean-Robert Wafo, on a vu Maître Moustapha Ngwana devant Clément Tangana, président du Conseil constitutionnel, défendre le candidat qui était votre champion, Joshua Nambangui, aussi dit clairement qu'il n'y a pas eu élection Nozo pour la présidentielle. On a vu la même chose pour le double scrutin de février dernier. On a repris dans certaines circonscriptions. Est-ce que ce que certains demandent aujourd'hui n'est pas légitime? Est-ce qu'on peut, dans les mêmes conditions, organiser des régions? Pas du tout. Même comme on a vu des conseillers municipaux transportés pour aller voter dans une région, d'une région à une autre. Ça peut encore se passer? On ne peut pas organiser les élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maître Moustapha, qui est un avocat... Non, vous l'avez dit pour les municipales. J'ai dit on ne peut pas. La preuve, c'est quoi? C'est que pour les municipales et les législatives, le Conseil constitutionnel, nous avons plaidé devant le Conseil constitutionnel qui a demandé qu'on reprenne donc les élections. Ça s'est obtenu, on a repris les élections dans les mêmes conditions. Nous avons décidé, n'est-ce pas, de ne même plus aller, au contentieux, parce qu'on en avait marre. Parce que, voyez-vous, l'honorable Badapé a failli mourir avant même la date, donc avant même le jour, qu'il a passé l'arme à gauche, parce que à une barrière, les terroristes, je veux dire les ambazoniens, les ambabos avaient donc déposé, donc avaient bloqué la route, avaient une barrière et puis avaient mis 2 engins explosifs. Là, je rappelle qu'ils étaient avec un convoi de Hélicam et voilà, les militaires ont désactivé une batterie d'un engin explosif sans toutefois savoir, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une deuxième batterie et ça a explosé. Heureusement, il n'y a pas eu de morts, mais il y a des blessés graves, donc parmi lesquels les gens de l'ECAM. Non, il faut être sérieux, on ne peut pas tenir les élections du nord-ouest et du sud-ouest. L'urgence maintenant, c'est au dialogue. Il faut dialoguer. Je vais vous dire une chose, Serge, à retour. Et ça, je prends Cédric Moufela à témoin. Le 1er octobre 2016, quand cette crise a déclenché, j'étais à l'émission Droit des réponses. On a même montré en direct des images. J'avais dit ceci. Monsieur Cédric Moufela, tel que ça va là, je répète mes mots, tel que je vois ces images, et à l'époque, on les avait laissés défiler, c'est-à-dire avec l'arbre de la paix et tout. Il a dit, tel que ça va là, si le gouvernement s'en prend mal, si le gouvernement organise rapidement un dialogue sur la forme de l'État, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et j'avais prédit qu'il devait y avoir des bandes armées comme dans tout conflit.
comme dans tout conflit interne, qu'il doit y avoir des bandes armées, qu'il doit y avoir donc une circulation incontrôlée des armes à feu. J'avais également prédit qu'il devait avoir des financements extérieurs, il pouvait avoir donc des mercenaires. J'ai dit le 1er octobre 2016. J'ai dit droit de réponse. Je l'ai dit, mais bon, on s'est rendu compte après que c'est les Faucons qui ont pris le dessus, qui ont dit, on peut les mater, on peut utiliser la force. Voilà que ça n'a pas donné maintenant. On est en train d'engager donc des négociations. J'espère que ce sera des négociations vraiment sérieuses, vraiment inclusives, parce qu'il y va de l'intérêt du Cameroun. Personne n'a intérêt qui est la sécession, mais je dis une fois de plus, quand la sonnette d'alarme est tirée, ceux qui nous gouvernent doivent en tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, dans le nord et le sud, c'est la faillite des Faucons. Ils ont échoué. C'est l'échec des Faucons. Il n'y a plus rien à faire. Avec tous les dommages qu'on a pu avoir, les entreprises au sol, près de 60 000 réfugiés du côté, n'est-ce pas, du Nigeria, près de 600 000 déplacés internes, les maisons brûlées, les écoles brûlées, les hôpitaux brûlés. On aurait pu faire l'économie de tout ça. Et maintenant, quand on vient dire qu'on va organiser donc les régionales, bon, encore que ce décret d'application ne mentionne pas que c'est l'organisation, que c'est les organisations des régionales, parce qu'il faut soit précisé. Mais si on le fait, alors là, moi je dis, il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Il faut éviter de jeter de l'huile sur le feu. Pendant qu'on est en pleine négociation, si rapidement, avant que les négociations même soient véritablement entamées, on dit c'est les régionales, alors là, ces gens-là vont se sentir, mais ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se moquent de nous ou quoi? Et puis je vais corriger une chose, parce que par rapport aux conseils régionaux, les électeurs, dont les délégués départementaux, c'est les conseillers municipaux, c'est pas un suffrage universel. Donc c'est indirect. Donc c'est un suffrage universel qui n'est pas direct, mais qui est indirect. Et compte tenu de la configuration actuelle, sur toute l'étendue du territoire, parce que, bon, ce n'est pas un scrutin proportionnel. Il est clair que le RDP sera 100% de conseillers régionaux. Et puis, pour moi, bon, peut-être qu'ils vont une fois de plus jeter la honte aux chiens. Mais je pense, pour ma part, qu'il faudrait un pluralisme, n'est-ce pas, au sein des conseils régionaux. Parce qu'il faut effectivement regarder cette chose. Sinon, on n'a qu'à désigner une fois, si on ne voit pas le mode de scrutin, si il n'est pas proportionnel, c'est-à-dire pas la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire si vous avez 5%, vous avez 5% de conseillers régionaux, si on ne voit pas la proportionnelle intégrale, parce que l'actuel scrutin est mixte, bien proportionnel. Quand vous avez plus de 50%, vous rappelez tout, mais quand vous avez moins de 50%, vous partagez avec les autres. Mais maintenant, compte tenu, n'est-ce pas, comment on appelle ça, du fichier d'électeurs pour les régionales, c'est clair que le RDP sera 100%. Bon, maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le plus important, parce que quand on regarde, vous avez parlé tout à l'heure des décrets d'application. Il faut faire très attention. J'ai suivi les débats. J'ai entendu des gens dire un certain nombre de choses. Parfois vraies, parfois pas vraies. Je tiens à rappeler que le seul article qui nécessite un décret d'application dans le Code général de la décentralisation, c'est l'article 206. Qui fixe les modalités de création des régions et qui renvoie à l'article 61 de la Constitution et qui mentionne dans ses dispositions que le président de la République peut créer de nouvelles régions. Et dans ce cas, il en fixe la dénomination ainsi que les délimitations géographiques. Voilà, de mon point de vue, le seul article qui doit renvoyer à un autre texte. Bon, peut-être aussi au niveau du statut spécial, par exemple, il y a le sous-système judiciaire, le sous-système éducatif, qui feront l'objet de lois spécifiques parce que c'est continuel dedans. Donc, en dehors de cela, tout ce qui concerne les collectivités territoriales décentralisées, en dehors de cela, tout est applicable. C'est un code. On dit loi portant code, mais il y a d'abord, bref, il y a code. C'est vrai qu'il y a loi. Loi parce que c'est le législatif qui vote, mais c'est un code. Un code, c'est un code. C'est fait pour être appliqué. Est-ce que quand les députés votent la loi des finances, le président de la République la promulgue, est-ce que pour actionner le code général des impôts, on a besoin d'un autre texte? Tout au moins, il y a peut-être une circulaire qui donc arrive pour préciser certaines articulations ou alors pour apporter certaines précisions sur certaines dispositions de ce code. Donc, il faut faire très attention. Et je dis également, toujours relativement à cette affaire de décentralisation, que la décentralisation ne marche pas. Pour être gentil, je vais dire
c'est une décentralisation centralisée, mais pour dire vrai, elle est pratiquement mornée. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous prenez les prélèvements obligatoires au Cameroun, c'est-à-dire l'ensemble des impôts et taxes que l'État, dans son ensemble, collecte, l'État central, y compris les organismes qui lui sont rattachés, concentre 85,5% contre 9,1% aux collectivités territoriales décentralisées. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que sur 1 million de francs CFA que l'État dans son ensemble collecte, l'État central, c'est-à-dire qu'avec ses services déconcentrés et tout ça, machin, concentre 855 000 francs CFA. Les collectivités territoriales sont à 91 000 francs. Okay. Mais ça, c'est normal. Et non, parce que c'est des problèmes sérieux. Parce que quand vous nous amenez là-bas, parlant justement de ces régions-là, oui, par rapport au décret d'application, est-ce qu'on a eu besoin de ce décret avant d'arrimer ce qui est contenu là-dedans, c'est-à-dire port d'échappe en bandoulière, oui, la cocarde et tout. Est-ce qu'on a besoin de ça? Dès qu'ils ont été élus, on leur a donné cela. On leur a remis cela. Et ils célèbrent les mariages avec l'écharpe en bandoulière. Mais oui, allez regarder. En bandoulière, bien autour. Avant, je dis depuis que les exécutifs actuels ont été élus. Ils mettent l'écharpe en bandoulière. Mais pourtant, ce n'est que maintenant que le décret d'application de cette disposition sort. Donc, ceux qui disent qu'il faut attendre le décret d'application, on n'a pas dit qu'il ne faut pas cela, mais on peut déjà mettre en mouvement un certain nombre de dispositions bien avant que le décret d'application arrive. Et puis, ce que je vais dire, je vais finir là, par là, l'affaire des carrières de Djombe Penja. Comme je vous l'ai dit le 1er octobre 2016, il faut faire attention. Je vais également dire, il faut faire attention, et je m'adresse à ceux qui sont à Yaoundé, avec ce qui est en train de se passer, de vouloir se passer dans les carrières de Djombe Penja. Les sécessionnistes observent bien ce problème. Ils sont aux aguets. Si vous ne restituez pas, si on ne restitue pas comme l'exige le Code général de la décentralisation, en son article 156.6, qui dit que parmi les compétences transférées aux communes, il y a également l'exploitation des substances minérales non concessibles. Si Yaoundé ne remet pas ça, comme ne respecte pas cette disposition, je vous dis, les sécessionnistes sont aux aguets. Ils vont utiliser ça comme argument pour dire qu'il n'y a plus rien à attendre de Yaoundé. Si déjà pour une carrière, pour une simple carrière, contenu dans des lois que nous avons tous votées, que le Parlement a voté, si on n'arrive pas à respecter, parce que j'ai entendu des gens dire, c'est Alain, parce qu'on a une période très décisive, très délicate de la vie de notre pays. Ce qui s'est passé avec les carrières de Djombe Penja. Parce que les gens disent l'État, l'article 2 de la loi sur l'urbanisme dit l'État, que le territoire national est notre patrimoine commun. L'État et les collectivités territoriales assurent, sont les garants et les gestionnaires, n'est-ce pas, de ce territoire dans les compétences qui sont dans le cadre de leurs compétences respectives. Et le code minier, il faut que ce soit clair, est antérieur, n'est-ce pas, au Code général de la décentralisation. Le principe d'antériorité juridique voudrait que ce soit ce code. Et ce code-là, c'est une loi spéciale. Le Code général de la décentralisation, c'est une loi spéciale qui déroge à la générale, à la loi générale. Il faut faire attention. Et je dis, le Premier ministre chef du gouvernement, qui a conduit ce grand dialogue. J'ai comme impression qu'il y en a, d'abord, avant même le grand dialogue, il y avait un problème. Il y en a qui n'ont jamais voulu que ce grand dialogue-là c'est connu, on le dit depuis lui qui l'a connu, il faudrait vraiment, je l'exhorte à reprendre la décentralisation en main. Les gens veulent le faire échouer, mais je dis, il est chef du gouvernement, il faudrait qu'il reprenne en main parce que les mafias qui sont incrustés dans les ministères de tutelle des collectivités territoriales décentralisées vont plomber ces communes et par voie de conséquence le bien-être des populations. Merci Jean-Robert Wafo. Docteur Simo, on a vu, il y a la présidentielle suffrage universel direct, il y a eu les municipales et les législatives.
qu'est-ce qui peut empêcher, selon vous, qu'il y ait régional? Permettez, Alain, avant de répondre à votre question, que je fasse un détour sur ce qu'a dit. Vous voulez répondre à Mathias Kameni? C'est important. Il va chercher à vous répondre aussi. Hein? Non, mais c'est important quand même pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. L'entendre dire quand même qu'on a un soi-disant père de la famille, de la nation, qui préfère, quelqu'un, des propos. Ouais. C'est des situations, c'est des propos que moi, personnellement, je n'épouse pas très souvent et je ne voudrais pas qu'un politicien ou alors qu'un homme politique d'une certaine maturité ou d'un minimum de respect puisse les utiliser. Parce que vous conviendrez avec moi, à l'entendre parler, on a l'impression que la crise dans le Nozo, 4 ans, ça dure. Alors ça fait du bien à tout le Camerounais, ça fait du bien au chef de l'État, ça fait du bien aux membres du gouvernement. Non, c'est faux, il ne faut pas le dire de cette manière. Je peux encore comprendre qu'ils me disent que les méthodes, les techniques ne sont pas suffisamment adéquates. Là, c'est digeste. Mais pas dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées de la situation, non. Parce que le chef de l'État a démontré très clairement son caractère mendiant de la paix. Je crois que des actions ont été menées dans l'optique de recadrer, de réguler le climat social dans cette zone-là. Et également, cette décentralisation qui est en train de se mettre sur pied concourt toujours à la poursuite de la paix dans cette partie du Cameroun. Parce que réagir de cette manière, c'est remettre encore sur la table un élément important. Parce que l'une des raisons qui développe la crise dans cette partie du Cameroun, c'est cette instrumentalisation que certains partis politiques ont utilisée pour se donner de la valeur ou de l'importance, parce qu'à un moment, se sentant totalement perdus et inutiles sur le plan politique, je vais dire ça comme ça, alors ont utilisé ces éléments-là, tout comme la Covid-19. Donc il y a des partis, et nous le savons tous, je ne vais pas les citer ici, qui ont pris la peine sur eux d'utiliser ces éléments, que ce soit la crise du Nozo, que ce soit la pandémie, pour pouvoir essayer de se donner un nom. Et c'est ça qui est déplorable et qui n'avance pas le Cameroun, ou alors qui ne favorise pas, n'est-ce pas, la régulation de la paix dans cette partie du territoire. Parce qu'avant même que des actions gouvernementales soient menées sur la question, je crois que certaines organisations ont également demandé les cesser le feu. Donc, c'est des actions qui ont été menées et à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Qu'on ne se comporte pas aujourd'hui comme si l'État du Cameroun est resté la bouche béante ou alors les bras croisés et n'a rien fait du tout. Je ne peux pas le laisser passer. Maintenant, parler les élections régionales, c'est vrai. Nous sommes tous convaincus, nous le savons tous, que la partie nord et sud-ouest du Cameroun est en mouvement, mais il est important, et soit à un moment il l'a soulevé, il faut avancer. Parce que quand j'entends le mec, j'ai l'impression que c'est vrai. Le Nozo, c'est une priorité actuelle pour tout le Cameroun. Et je crois que le chef de l'État, sans cesse, ne démontre sa volonté, son désir de vouloir que la paix, que le vivre ensemble reprenne dans cette partie publiée. Mais à un moment, il faut avancer. Il faudrait que que l'administration suive son cours. L'administration ne va pas s'arrêter parce que telle zone est en difficulté. Les actions gouvernementales ne vont pas s'arrêter parce que telle action est en difficulté. Bien que ce soit une priorité, ça je le dis. 4 ans, c'est énorme. 4 ans, c'est beaucoup. Et je crois que des actions sont en train d'être menées. Des négociations sont en train d'être faites. D'ailleurs, on est en train de recourir à de nouvelles méthodes. C'est parce que le processus de la paix, ou alors la recherche de la paix, est un processus qui nécessite des étapes à suivre. Je peux admettre l'idée selon laquelle on me dise que oui, le gouvernement camerounais peut-être a trouvé une méthode très longue. Mais l'important, c'est de l'accompagner dans cette méthode pour qu'ensemble, nous retrouvions la paix dans cette partie du pays. Qu'à chaque fois, se décider sur des plateaux, alors se lever délibérément et attiser la flamme qui ne nous rapporterait finalement rien. Donc je crois que des actions sont menées pour que la paix revienne dans cette partie et qu'à un moment, administrativement, d'autres actions poursuivront les cours. Voilà, dites-moi Serge Gauthier, la présidentielle a eu lieu 1 an après le début du conflit armé. Il faut dire que c'est depuis 2017 qu'on entend vraiment les armes crépiter de ce côté-là. Il y a eu la présidentielle en 2018, il y a eu les municipales législatives en 2020.
Qu'est-ce qui peut empêcher, selon certains, que les régionales aient lieu? Ben, écoutez, je ne sais pas si quelque chose va empêcher que les régionales aient lieu ou pas, puisqu'on a déjà imposé le double scrutin des élections locales, municipales et législatives. La question, madame, je vous ai laissé par courtoisie. Prenez des notes si vous avez quelques préoccupations en relation avec mon intervention. Ça permettra au modérateur d'avoir un travail facile. Mais si vous voulez que je vous relance, je voudrais vous dire que vous avez évoqué la mendicité de la paix du président de la République. Je vous dis, quand on est mendiant de la paix, on multiplie les actions. On n'impose pas un système que lorsque la partie d'en face conteste, on se braque. Nous avons participé de façon volontariste, nous au PURS, notre premier secrétaire et d'autres, au Grand Dialogue, parce que nous avons voulu montrer aux Camerounais que nous étions un parti politique qui était préoccupé par le bien de tous les Camerounais, y compris de nos frères du Nozo, pour qu'ils n'aient pas l'impression que parce que nous sommes dans la zone francophone, nous ne prenons pas à cœur le problème. Mais lorsque ceux-là ont émis des réserves en rapport avec ce qui est sorti de ce grand dialogue, cela n'empêchait pas qu'il y ait des multiplicités. Je l'ai dit ici, les Skype et autres, il y a de nouvelles formes. Aujourd'hui, peut-être parce qu'on est coincé, il y a une négociation, entre guillemets, secrète, qu'on reconnaît pas. Bon, le secret, lorsqu'il est déjà officiel, ne l'est plus. Vous avez également dit, moi je voudrais dire que Serge Alain, au nom du PURS ici, nous avons appelé de tous nos voeux les élections partielles. Je suis d'accord qu'il faut avancer, mais il faut avancer là où c'est pacifié. Il faut avancer là où c'est possible, c'est-à-dire dans les 8 autres régions qui ont besoin d'un développement dans une situation de paix pour résoudre le problème de M. Kameni, qui est également notre problème, les inondations, le chômage et autres. On a besoin de cela, de ces régions. Mais on ne peut pas se permettre de mettre en place des régions et des acteurs, des dirigeants de ces régions lorsque on est dans une situation de guerre. Mon copanéliste de la gauche disait tout à l'heure, et j'avais déjà noté ça, oui, les régionales, mais avec quels hommes? Ceux qu'on conteste et qui ont été à l'origine du déclenchement de la crise. Serge Espoir Matomba l'a dit, on est prêt pour que, évidemment, qu'il y ait des réformes, mais avec quels hommes? Les mêmes que la population. D'ailleurs, si la population se reconnaissait en ces hommes, madame, elle n'adhérerait pas au lockdown. Vous savez, lorsque vous êtes légitime et que quelqu'un vient vous saboter, celui qui vous reconnaît la légitimité bouge ses oreilles et n'écoute pas l'autre. Mais si vous êtes là et que celui qui vous sabote, entre guillemets, c'est ce que vous pensez, de votre côté, on l'écoute, ça veut dire que c'est vous qui avez un problème ou qui êtes le problème. Donc, Serge Alain, nous sommes pour des élections partielles. Nous pensons que dans cette région, pour qu'il y ait un développement réel, il faut que ce soit de façon collégiale, que les populations se reconnaissent dans cela. On ne peut pas leur imposer une manière d'être parce qu'il faut que le pays avance. Alors qu'elles meurent et elles ont indiqué clairement qu'elles ont un vécu de la décentralisation qui n'épouse pas, qui n'est pas centralisé, où on ne connaît pas le préfet, où on ne veut pas que le ministre du développement local bloque un financement ou alors une décision d'un maire. Où il y avait de l'eau avant, c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin que Yaoundé leur donne ça. Ils ont besoin que leur commune ait 1 milliard, qu'on leur envoie 1 milliard, et non pas les 100 millions habituels qu'on leur envoie, depuis qu'on continue à envoyer aux communes, pour qu'elles soient perfusées, et perfusées à quel degré? À quel degré? C'est ça qu'il est question. Moi je dis, le gouvernement RDPC gagnerait à engager un dialogue franc et sincère. Parce que le dialogue est peut-être franc, mais il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère parce que on n'écoute pas le problème réellement posé. On a le sentiment que si les armes continuent à crépiter, ça veut dire que le problème réellement posé n'est pas perçu par le RDPC tel quel. C'est-à-dire que les leaders anglophones, qu'ils soient armés ou non armés, qu'ils soient disparates ou organisés,
ont pratiquement le même problème. Ils s'accordent sur l'indivisibilité, certains, la majorité, sur l'indivisibilité du Cameroun, mais ils disent quand même qu'il y a un aspect de la forme de l'État qui doit être entré en débat. Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que ça tue? C'est plus important que les 3000 morts qui sont déjà partis? De toutes les façons, que les morts continuent ou pas, nous serons obligés de nous asseoir à la table de négociation. C'est ce que nous pensons au plus. Et le plus tôt serait le mieux pour tout le monde, pour le bien de ces Camerounais. Et puis, quelqu'un l'a dit ici, est-ce que ça plaît à un dirigeant de savoir qu'il dirige, il gouverne un pays dans lequel il y a une contestation forte le concernant? Ou alors il l'écoute de façon aveugle. Et le retour qui lui est fait par les services de renseignement et autres, comme on dit souvent, il y a la cour, le roi et la cour. Les membres de la cour qui viennent autour du roi danser parce qu'ils veulent quelques avantages. Il faut que le roi apprenne à descendre, à utiliser de nouveaux canaux d'information. Parce que si les armes crépitent pendant 4 ans, ça veut dire que ceux qui s'adressent au roi autour de la cour ou dans la cour ne sont pas des interlocuteurs sincères, ils ne sont pas honnêtes. Je voudrais dire qu'il y a une reconstruction en vue. Oui, justement. Comment on va faire cette reconstruction si les armes crépitent? C'est parce qu'on aura créé... C'est parce qu'on aura créé formellement les régions? Non, il faut pacifier. Il faut pacifier la région. Les communes ont besoin de ressources financières. Elles connaissent comment les créer. Voici un maire qui est passé dans les médias depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, qui nous dit qu'il a la possibilité de sortir du régime des communes d'exécution et de consommation de budget pour des communes de création de richesse. Et parce qu'il est d'un parti qui n'est pas de celui au pouvoir, on crée des boulots d'étranglement pour qu'il ne réalise pas cela. Et si il est sur 376 communes, on bloque un. Vous voyez que c'est tout le Cameroun. Laissez les Camerounais s'épanouir. On est fatigué de la centralisation de cette école, de cette salle de classe dont on décide de la construction à Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est notre position. Oui, d'abord, le maire Wafo. Oui, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, vous savez, j'aime parler de la stabilité d'un pays, de notre pays. Oui. Parce que ce qui se passe là, ça fait rire comme ça fait pleurer, mais en fait, ça me fait pleurer. Parce que, voyez-vous, vous voulez que ceux qui sont élus, quelqu'un élu député avec 60 compatriotes qui vivent dans la circonscription, vous voulez qu'il aille dire quoi au reste? C'est de ça qu'il est question. On a voulu à tout prix qu'il y ait des députés RDPC. Vous avez élu avec 60 personnes, vous avez tout, parce que le reste c'était des militaires. Mais vous allez venir dire quoi aux populations? Ça, c'est ça qui est réel. De deux, je vais dire, quand on parle de la décentralisation, vous avez posé un certain nombre, vous avez dit un certain nombre de choses. Mais pourquoi ça ne marche pas? Une raison simple. Parce que le centralisme est devenu la mamelle nourricière de ceux qui nous gouvernent. Tout à fait. Retenez ça, le centralisme est devenu la mamelle nourricière de ceux qui nous gouvernent. Ils feront toujours des 4 fers pour que rien ne descende en direction des collectivités territoriales décentralisées. Parce que, voyez-vous, prenez par exemple le cas des 15% arrêtés dans le cadre du Code général de la décentralisation issu des soirs du grand dialogue national. Il y a le budget 2020. On a dit qu'on ne peut pas appliquer parce que ce code a été voté après la loi des finances. Bon, maintenant, pour 2021, les députés ont interrogé, je trouve aussi. Le ministre des Finances dit, bon, écoutez, on n'a pas encore de ressources, on ne sait pas comment on va faire, machin. Donc, ça veut dire que c'est bien parti pour ne pas être appliqué durant la mandature actuelle. Non, ça c'est clair, ça c'est évident. Je sais lire entre les paroles. Nous sommes des hommes politiques. Quand un homme politique fait une déclaration, il faut savoir projeter cette déclaration. Parce que je vais vous dire, si on affecte 1 milliard à chaque commune, le pays se développe. Il y aura des grands chantiers partout. Il y aura des IMO, de la haute intensité en main d'œuvre un peu partout. Mais ils ne peuvent pas le vouloir. Et quand je regarde la décentralisation aujourd'hui, quand il dit qu'elle est mornée, mais monsieur Serge Alain Autou,
Prenez le cas du budget de la ville de Douala. On vous parle de 75 milliards de francs CFA. Ils peuvent faire quoi avec? À Douala. Ils peuvent faire quoi avec? Toutes les normes internationales disent que pour qu'une ville puisse satisfaire donc à ses besoins infrastructurels, aux services de base et tout, il faut consacrer au minimum 7% de son PIB. Donc à toutes ces charges. Or, Douala a 3100 milliards de francs CFA de PIB. Donc il faut 310 milliards de francs CFA au moins. Non, de 210 milliards de francs CFA au moins pour espérer voir une ville qui puisse résoudre les problèmes de base. Ils ne sont qu'à 75 milliards. Ils vont faire quoi? Ce n'est que les postes, ils ne sont que là pour les postes. Et en plus, cet argent-là qui tombe, ça tombe d'où? Ça tombe de Yaoundé. Vous collectez en bas, principe de lycée de caisse, ça monte à Yaoundé. Pour retourner, c'est un casse-tête. Merci Jean-Robert Wafo, l'heure du journal. Il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Saint-Jalan, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la rencontre qu'il y a eu au sommet de l'État entre le président de la République du Cameroun, Paul Biya, et l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter Henry Baldwin. Plus d'une heure d'échange durant laquelle ils ont revisité les principaux aspects de la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Cameroun. Vous le savez, l'ambassadeur américain s'est illustré par des prises de position critiques à l'égard du Cameroun, mais aussi un soutien important sur le plan sécuritaire, sanitaire. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir une énorme difficulté que rencontrent les maires au moment où une ville comme Douala fait face aux premières inondations à la suite des pluies diluviennes. Comment mettre sur pied une stratégie pour éviter une catastrophe dans la capitale économique du Cameroun? Les maires n'ont pas de moyens, disent-ils, et vous verrez que les stratégies restent encore peu efficaces. On en parlera dans quelques instants. Ce soir, nous évoquerons cet hommage qui a été rendu à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre ivoirien décédé il y a quelques jours, lui qui était encore candidat du parti au pouvoir pour la prochaine élection présidentielle. Séquence émotion, témoignage édifiant de Patrick Kachi, secrétaire général de la présidente de la République de la Côte d'Ivoire, et le ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire qui n'a pas manqué d'écraser une larme durant son témoignage en la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dont le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h de Cédric Noufélé. Quant à nous, on vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Gauthier, Onanina du PUR, Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front, Dr Simo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et MK Mathias Kameni du MRC. Mathias Kameni, vous êtes habitant de Douala 3e, vous avez vu votre maire, j'ai Poupin dans les images. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, inondations, beaucoup de zones à risque. Les maires disent qu'il faut chasser les poupes. Chasser. Pour les mettre où? Les mettre où? Oui, c'est la question que je pose. Faut trouver un autre emplacement. Mais on ne peut pas, en une saison pluvieuse, dire qu'on va déguerpir les gens. Ça sera encore une catastrophe dans une autre catastrophe. Est-ce qu'ils ont prévu des zones de recasement? Des sites de recasement? Je dis non. Monsieur Serge Alain, voilà les conséquences d'une malgouvernance. Parce que gouverner, c'est prévoir. Ça va arriver, pas seulement à Douala 3e. Allez même à Douala 5e, à Makepe Misoke. Allez à Douala 4e, à Mabanda. Allez à Douala 1er, de l'autre côté du fleuve là. Mais c'est la même chose. Donc, en réalité, vous sentez un gouvernement qui a carrément abandonné le pays. Et voilà les répercussions. Mais pour le cas de Douala 3e, c'est une catastrophe. Je vis là-bas.
rien que la petite pluie qu'il y a eu tout à l'heure, même pour sortir, c'était pas facile. Déjà au niveau du marché qu'on vient d'aménager, il y avait Quel déjà marché? un marché d'Okpassi. Il y avait déjà un fleuve là-bas, l'eau qui était partout sur la route. Un fleuve? Mais je dis, un fleuve, malgré moi, j'ai pas réussi à passer mon véhicule. Tout ça. Comment vous avez fait pour arriver à l'émission alors? Mais je dis, j'ai nagé dans l'eau avec mon véhicule pour passer. Ah, ok. Un marché qu'on vient de construire, une route qu'on vient de bitumer. Oui, la pénétrante est. Mais je dis, c'est terrible. Et il y a aussi beaucoup d'indiscipline là-bas. Hein. Il y a beaucoup Qui- de manques qu'on a volés. Qui est appelé à On a mettre volé du côté de la pénétrante est là, Mathias Kameni. Qui est appelé à mettre de l'ordre? C'est l'État. C'est l'État qui doit mettre de l'ordre. S'il y a le désordre, c'est la faute à qui? C'est à l'État. Ça veut dire que l'État est absent. Ça veut dire qu'il ne fait pas son travail. Et s'il ne fait pas son travail depuis plus de 40 ans, il doit dégager et libérer le Camerounais. C'est de cela qu'il s'agit, M. Sejalin Outou. Celui qui est là aujourd'hui, son prédécesseur, M. Fadil, avait fait plus de 2 mandats. Qu'est-ce qu'il avait fait à Douala 3e? Qu'est-ce qu'il avait fait? Et celui-ci, après plus de 150 jours, qu'il a pris ses fonctions. Celui-ci, vous ne prononcez pas les noms, Mathias Kameni? Je dis, Quoi, c'est le pas le maire nom du actuel maire de de- M. Ipoupa, Voilà. qui a pris fonction, ça fait plus de 150 jours. Oui. Qu'est-ce qu'il peut nous présenter de positif? C'est pas trop tôt là, Mathias Kameni? Mais on a déjà quand même voté le compte administratif, M. Sejalin Outou. Ça veut dire qu'il a déjà justifié ses dépenses. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, est-ce qu'il peut présenter les réalisations? J'ai dit non, puisque ça doit être 3, je ne les vois nulle part. Je ne les vois nulle part. Ils ont justifié la dernière fois que c'était la Covid-19 qui était la cause, n'est-ce pas, de la non-mobilisation sur le terrain. Quand il y a la Covid-19, on mange. C'était faux. Mais ils ne mangent pas. Ils sont quand même chercher de quoi manger, non? Pourquoi ils ne peuvent pas travailler? Mais ils ont aménagé les bureaux de confort. Pourquoi ils n'ont pas pris cet argent pour aller reprofiler les rues? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand l'eau descend sur le goudron, ça veut dire que les rigoles sont bouchées. Il faut les déboucher. Il faut quoi pour déboucher une rigole? Monsieur Sejalin, il faut quoi? Pourquoi le RDPC ne change pas? Non, mais ils sont quand même une gangrène pour notre pays. Une gangrène? Une gangrène profonde. Je dis c'est comme ça dans tous les arrondissements, y compris là où le docteur Simon vit. Vous savez où elle vit? Il n'y a aucun quartier à Douala qui échappe à l'inondation. Actuellement. Il n'y a aucun quartier. Elle est là, elle peut témoigner. Il n'y a aucun quartier. Et ça, c'est les conséquences de la médiocrité. Le gouvernement de Dr Simon n'existe pas. Ils ne sont pas présents. C'est ce que nous déplorons. Je sais, Chalin. Qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Qu'est-ce que les Camerounais ont dit qu'il fallait aller aux élections pour changer ça. Pour faire quoi? Ça fait 40 ans qu'on va aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Ça fait 40 ans. Oui, je peux encore vous concéder que nous ne sommes pas allés aux élections. Mais ceux qui sont allés depuis 40 ans, oui. Voilà de l'eau qui descend sur le goudron. Pourquoi ils n'ont pas empêché? Ils vont non justifier que nous ne sommes pas allés aux élections, c'est la cause de ça. Je dis non. Nous ne pouvons même pas aller aux élections dans ces conditions, puisque nous sachons déjà que, même si nous y allons, nous serons également complices de ce qui est en train de se passer. Autant nous, on met en place des institutions fiables pour aller à une élection qui va se répercuter dans le quotidien des populations. Voyez-vous, voilà des gens qui sont sortis et ont fait des porte-à-porte pour demander être élus. Maintenant, ils sont élus. Ils sont où? Auprès du peuple. Où sont-ils? C'est le petit peuple qui souffre. Okay. Ça doit s'arrêter. Ouais, on va terminer par un ancien élu, toi la deuxième. On va d'abord écouter les autres. Serge Gauthier Onanina. Les maires, face à cette situation, ils pensent que c'est le déguerpissement qui est la solution. La population construit des zones à risque, les inondations sont là, il y a un désordre qui... Les maires pensent qu'il faut dégager. Solution. Avant de répondre à votre question, je voudrais constater que Paul Biya vit, à travers cette visite de l'ambassadeur des États-Unis au Palais de l'Unité, maintenant il faut qu'il existe. Parce qu'il y a une différence entre vivre et exister. Oui. Donc il faut qu'il sorte de la simple vie à l'existence réelle.
le président de la République. Je voudrais également en profiter. L'existence ici, c'est quoi? Il y a des décrets, il y a des actes que le président pose. Écoutez, le président de la République du Cameroun, on a envie de le voir aussi. Mais vous l'avez vu, là, il a reçu l'ambassadeur. Hein. Vous savez bien de quoi je parle. Oui. Vous savez, la communication médiatique et le contact physique sont différents en ce que vous avez la possibilité de toucher du doigt la réalité, de sentir, de ressentir et d'écouter réellement ce que vivent les autres. Oui, Serge Gauthier, c'était une parenthèse. Maintenant, je voulais répondre à M. Kameni en disant, si vous n'allez pas aux élections, le but de l'élection, c'est de proposer un projet alternatif par rapport au dysfonctionnement qui existe. Si vous n'allez pas aux élections, vous n'aurez jamais de projet alternatif. Ça veut dire que vous ne pouvez pas améliorer, puisque vous êtes dans l'anarchie. Or, pour pouvoir mettre un terme à ce qu'il y a de mauvais, il faut occuper les positions de pouvoir. Je continue à vous dire, votre maire s'appelle M. Epoupa, n'est-ce pas? Quand vous aurez besoin de signer un acte de naissance ou de mariage dans votre famille, que vous le vouliez ou pas, il va le signer et vous allez subir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas allé aux élections. Or, si vous étiez allé aux élections, c'est vous qui dirigeriez et imposerez le rythme. Et on ferait comme vous voulez. Comment avec un mauvais code? Comment avec un mauvais code? Expliquez-moi comment. Écoutez, moi j'ai envie de vous poser la question de savoir... Mais vous voulez faire confiance au volet des élections, mon cher ami? C'est une très bonne observation avant de répondre à la question. Vous savez, avec le même mauvais code, depuis pratiquement les années 90, les gens gagnent dans ce pays. Et ils changent quoi? Mais beaucoup. Et je vais vous démontrer en quoi ils changent. On ne peut pas voir sur un pagne blanc uniquement la tache noire et l'amplifier. Nous sommes d'accord qu'il y a un échec du système, mais pour pouvoir le changer, il faut que nous gagnions les élections pour les mettre de côté et montrer comment cela est fait. Vous décrédibilisez le rôle de l'opposition. On ne gagne pas ça le procès. Mon cher Gauthier, on ne gagne pas une dictature. Mais c'est pas Personne ça. ne gagne une dictature. Moi, je suis là. Permettez à Serge Gauthier d'aller jusqu'au bout. Je suis là parce que je crois que la politique est la saine appréciation de la réalité du moment. Ce n'est pas de la propagande simple. Et puis, alors, les maires, ils sont surpris. Moi, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas à être surpris parce que quand on est élu, premièrement, on a un projet de société, on analyse son environnement sociétal. Moi, j'ai également envie de dire que pour leur tendre la main en leur disant qu'à Yaoundé était également une ville inondée. Vous allez me dire d'où est-ce qu'ils vont prendre le financement? Il faut au moins qu'ils planifient. Aujourd'hui, il y a un lit, le fond est bien drainé. Et ça permet aujourd'hui que même lorsqu'il y a des inondations, à Yaoundé, il n'y a que la poste centrale. Et pas partout. Donc on peut quand même contourner, il faut que dans la ville de Douala, toutes les communes d'arrondissement, en collaboration, en synergie avec la mairie de la ville, commencent à réfléchir sur un véritable drain. Mais Serge Gauthier, si la poste centrale, ce qu'on appelle, le véritable nom, c'est la place Amadou Ahidjo. Si la place Amadou Ahidjo reste inondée, on sait ce que ça représente pour la ville de Yaoundé. C'est la vitrine, la plaque tournante par rapport au plan de Yaoundé qui est radioconcentrique. Je ne veux pas dédouaner le système en place. Il faut résoudre rapidement le problème. Voilà. Mais n'allez pas me dire que quand ça inonde en France et qu'on voit à la télé, il y a des catastrophes qu'on ne peut pas contenir, mais on peut quand même les prévenir et les réduire. C'est de ça qu'il est question ici. C'est ce que nous pensons au PUS. Il est toujours important de commencer à réfléchir sur la solution et les maires de la ville de Douala et des arrondissements de la ville de Douala doivent commencer à penser cela. Le déguerpissement sans recasement est un danger, comme l'a dit mon compagnon. C'est important qu'on pense le bien des populations. S'en débarrasser comme ça, sans avoir une solution de réchange, c'est quand même une fuite en avant. Puisque je n'ai plus la parole, je voudrais dire au délégué général à la Sécurité nationale et c'est ça la centralisation qui ne tient pas compte des préoccupations de la base. Nous sommes plus de 2 millions à ne pas avoir les cartes. Et j'ai voyagé de Ndiki. J'ai une carte qui est pratiquement menacée de péremption. Est-ce que je vais continuer à voyager comme ça, comme des millions de Gauthier, je ne veux pas faire... Mais est-ce que vous avez fait les tours dans des commissariats? Vous avez vu le nombre de cartes qu'il y a là-bas? Maintenant, ce n'est pas quand moi... Quand vous dites 10 millions là, il y a plein de cartes aussi. C'est une bonne chose. Voilà. Je vous pose la question. C'est à moi de communiquer pour la police? Non. Si vous êtes prestataire de service et que vous avez un service et que vous rendez compte... Rendez-vous dans les commissariats, vous allez voir le stock de cartes qui est alors, c'est à eux de dire aux usagers que vous avez les cartes, venez.
Ce n'est pas aux usagers de faire la magie. C'est clair. Si ma carte est là-bas, je dois savoir qu'elle est là. Moi, je vais vous dire, je suis entré maintes fois dans le logiciel de la police. Je n'ai pas pu accéder à avoir de réponse. C'est à la police de communiquer sur elle. Merci. Docteur Simon, cet déguerpissement, c'est facile comme ça? Non, on va pas. Ça va créer un autre problème, comme dit, vous serez au moins d'accord avec Mathias Kameni, non? Encore pas. Surtout comment ça? Pas, j'estime ça ne va pas créer un autre problème s'il faut déguerpir. Parce que dans tout son déroulé, il oublie ou alors de manière exprès, il détourne le caractère, le comportement des citoyens camerounais, parce que ça, il faut également les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Nous sommes dans la ville de Douala. Moi, on parle de Douala 3e, moi je suis à Douala 5e. C'est des zones totalement... Prenons la zone de 14. D'un côté, c'est il a pris tous les téléspectateurs à témoin qu'il y a inondation chez vous aussi. Pas du tout. Malheureusement, il n'y en a pas. Je vous en prie. Je suis dans un espace bien délimité. Je dis bien, prenons la place de 14, parce que moi, je suis au niveau de PK 17. Donc, il n'y en a par rapport à la position géographique de l'espace. Donc, déjà, il faut reconnaître que c'est un phénomène naturel, donc on ne peut pas l'attribuer totalement aux personnalités élues de cette manière-là, à nos dirigeants. Mais il y a aussi derrière cet élément-là le comportement de nos populations, l'occupation anarchique de la ville, et ça, vous n'allez pas dire le contraire. On sait comment des gens construisent ici à Douala, on sait le comportement. Heureusement qu'on sait, mais on ne change, on ne prévient pas, on ne corrige pas. C'est dans on a un élu sur le plateau, c'est pourquoi j'ai voulu tenir expérience et observation des personnes qui ont... C'est pas une opposition qui est importante. C'est pas une imposition. À vous imposez, vous opposez à tout. Et même à la fin, à votre propre vie. Malheureusement, ça devient extrêmement ridicule. Donc je dis, à un moment, on se rend compte que le peuple également a sa part de responsabilité. Parce que nos élus locaux, nos maires, travaillent pour les assurances. Lorsqu'ils parlaient des grains, par exemple, vous conviendrez avec moi, même avec l'ancien délégué du gouvernement, des grains avaient été en train d'être construits dans la ville de Douala, au niveau de Makepe Misoke, dont il parle actuellement. Je crois que une construction parfaite et belle à voir est faite à ce niveau, et ça réduit, comme vous l'aviez dit, systématiquement le niveau ou alors le degré du risque. Donc on ne peut pas dire que les grains ne sont pas en train d'être construits. Maintenant, il y a également une responsabilisation des citoyens camerounais sur les constructions, sur les habitats au niveau de la ville de Douala. Ça, il ne faut pas le mettre en cause. Et chaque fois tirer sur les élus, quand on est incapable nous-mêmes d'aller aux élections, donc à un moment, taisons-nous et observons les autres faire. Voilà. Monsieur le maire Jean-Robert Wafo, il vous revient, c'est l'arbitrage, on va le dire comme ça. Mais vous êtes un élu, on parle des populations qui construisent dans des zones à risque, mais on constate que les autorités laissent très souvent faire. Et puis la catastrophe arrive. Le Cameroun a signé des pactes internationaux. Donc des conventions, notamment le pacte international sur les droits civils. Quand vous déguerpissez quelqu'un, vous devez le recaser et le dédommager. C'est clair. Et dans la hiérarchie des normes juridiques, ces pactes-là, ces conventions et tout sont supranationaux, sont au-dessus de la Constitution ainsi que de nos lois. Il n'y a rien à faire. Si vous voulez déguerpir M. Serge Alain Autou, vous venez vous le rencontrer, vous dites, bon voilà, écoutez, vous avez construit sur tel endroit, voilà ce qu'on vous propose comme solution, comme zone de recasement, et on vous donne des moyens. C'est clair et net. Donc, ce n'est pas l'inverse qui se produit. Vous trouvez d'abord cette zone de recasement, et ensuite vous financez. La personne décharge, construit, avant que vous le dégagez. Parce que le droit au logement, c'est un droit constitutionnel en même temps. Bon, ben maintenant, vous allez poser... Monsieur le maire, on parle des zones à risque. Les gens qui construisent dans les marécages. Je dis à partir... Je dis ce pacte civil est clair à partir du moment où quelqu'un est installé, que ce soit sur autorisation ou pas. À partir du moment où vous l'avez laissé s'installer, dès que vous lui dites, c'est-à-dire il a construit, dès que vous lui dites quittez de là où vous êtes, vous prenez ces mesures. Recasement, vous lui dites, vous avez et vous donnez les moyens pour aller, donc de dédommagement. C'est clair et net. C'est une loi supranationale. Donc il faut pas, c'est-à-dire, il faut que ce soit clair. Les populations doivent le savoir. Et les pouvoirs publics
certainement le savent. Mais comme parfois il y en a qui sont doués de mauvaise foi, donc ils vont venir, n'est-ce pas, bousculer ces populations. Elles ont le droit de savoir. Et j'aimerais inviter ces populations-là également à parfois se constituer des avocats qui peuvent aller porter leurs revendications, parce que nous sommes des hommes politiques. Nous indiquons la voie, nous donnons donc des orientations, mais ceux qui peuvent aller des fois devant les tribunaux, c'est les avocats. Il y en a qui sont commis pour ça. Donc voilà. Et puis, maintenant, ce problème donc des inondations, une fois que c'est dit, mais écoutez, quand je regarde les mairies, les budgets des différentes mairies, ainsi que le budget de la communauté, mais ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est mairie de la ville. Mairie de la ville. Je vois c'est 75 milliards, mairie de la ville, je crois que c'est un truc comme ça. Les mairies, donc ça c'est les recettes, donc je parle des recettes parce qu'il y a le budget, et puis il y a les recettes, parce que le budget c'est les prévisions. Je crois qu'ils tournent autour de 60 milliards là-bas, ils ont une prévision budgétaire peut-être 75 milliards. Je ne sais pas si ça a donc changé, je n'ai pas vu le dernier compte administratif. Et les maires en général, les 5 maires continentaux, ils sont à 1,5 milliard généralement de compte administratif. Mettons même ça à 2 milliards, ça fait 10 milliards. Bon, Manoka, je ne sais pas combien ça reste, donc ça rapporte, peut-être que c'est dans les 150 millions, 200 millions. Bref, du moins on a 60 plus donc ça fait 70 milliards. Mais vous croyez qu'on peut faire quoi avec ça à Douala? Et dans tout ça, il faut intégrer d'autres charges. Le personnel, les infrastructures, on peut faire quoi? Il faut que les maires aient le courage de se lever à un moment donné pour dire on en a marre. Parce que, et moi j'ai demandé une fois, pour un directeur de l'administration centrale à Yaoundé, que mais pourquoi vous sortez n'importe quelle loi, la machine et tout, et vous ne tenez même pas compte des aspirations, des préoccupations donc des populations. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais que ces élus-là prennent leur responsabilité. Et puis quand moi je lui ai dit, mais écoutez, mais c'est vous qui avez pris, c'est le RDPC. Vous savez ce qui me retend? Ils peuvent tenter d'aller contre nous. Nous, on va les broyer, on les tient. Donc le problème est là, Serge, à notre tour. Il n'y a pas de moi. Et j'ai rappelé ceci. Les normes voudraient que pour qu'une ville, et ça, il faut que ce soit clair, pour qu'une ville, n'est-ce pas, satisfasse aux infrastructures, aux besoins en infrastructure, en santé, tout, il faut consacrer 7%. À Douala, il faut 210 milliards. Okay. Or, nous sommes, quand on fait le compte, on est à 70 milliards. Donc ça fait un gap de 140 milliards de francs CFA. Donc le double de ce qu'ils comptaient. Donc je dis, il faudrait aller doucement. Et je me pose la question de savoir pourquoi on attend toujours la saison de pluie avant de constater cela. Okay. Il n'y a pas de saison sèche au Cameroun. Merci Jean-Robert Wafo. On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup. Donc, voilà. Monsieur le maire, merci d'être venu. Merci Serge Gauthier Onanina. Merci Mathias Kameni. Voilà, merci Dr Simon d'être venu une fois de plus. Voilà. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, la deuxième de la semaine Equinox Soir. On se donne le rendez-vous demain à partir de 19h. Bonsoir, ma banda.